30 previews. En 22 jours. Yes, sir. 22. C'est le grand 22. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va très bien. On a sorti la laine parce qu'on est dans les Rocheuses. Exactement. Et non au KFC, comme certains pourraient le croire, du fait du nom de la franchise. Hein ? Exactement. Nous sommes à Denver avec nos amis les Nuggets. Oh, la belle franchise dont on va devoir parler vu ce qui s'est passé cet été. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise. Ce sont les 30 previews en 22 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée. À quelques jours de votre événement préféré de l'année. Non, on ne parle pas de la transition entre 2020 et 2021, mais bien le début de la saison NBA officielle le 22 décembre. Noël, c'est le 22 cette année. C'est ça, c'est dans le corner. Hein. On arrive tout de suite là, on y est. Et donc Denver, on en parle dans les derniers jours. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah là là. Bien sûr. Denver fait partie des franchises qu'on fait dans les dernières et c'est pas un hasard. Et c'est pas un hasard et c'est pas démérité comme on dit. Et donc comme d'habitude, vous le savez, lorsqu'on démarre ces previews, on vous rappelle que toute l'info continue sur le site de Trash Talk. Toute l'année, on vous enverra plein de jolis articles et de beaux dossiers. N'hésitez pas à rejoindre aussi la Trash Talk Fantasy League puisque la guerre démarre officiellement dans quelques jours. L'occasion d'écrire une lettre à vos proches, à vos épouses ou quoi que ce soit puisqu'on va bientôt tous partir en guerre. Choisissez bien votre équipe. Tout à fait. Choisissez bien votre équipe, choisissez bien vos coéquipiers. Choisissez bien vos pics. Un groupe qui vit bien, ça n'a pas d'égal en TTFL. Exactement, puisque la guerre va être intense pendant plusieurs mois. Et évidemment, pour ceux qui n'ont toujours pas fait leurs courses de Noël, on en profite. Vous inquiétez pas, à partir du 22 décembre, on vous lâche les couilles. Le plus grand livre de basketball de tous les temps, selon Trash Talk, il y a même des histoires. Il y a des histoires sur les Nuggets. Bien sûr qu'il y a des histoires. Qu'est-ce que j'ai pu foutre sur les Nuggets ? Je te sors juste une petite photo parce que j'ai Alex envie de faire plaisir English aux gens. On a dû parler d'Alex English à un moment ou un autre. Ouais, tout à fait, mais allez, tu sais quoi, je vais me faire plaisir quand même, parce que celle-là... Ah oui, magnifique. Il y a un beau Girard, il y a un beau Melo, il y a un beau Carmelo Anthony, un beau Kenyon Martin, vous retrouvez tout ça là-dedans, n'hésitez pas, comme d'hab. Tu l'as acheté toi, Alex ? Non, j'attends qu'on me l'offre. Ok, je vais voir avec l'auteur. Je vais voir avec l'éditeur. Comme d'habitude, vous le savez, on va devoir commencer cette preview avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Waouh. Qu'est-ce qu'on y voit Wow. Oh, dis donc. Oh, mais c'est une pure saison. Wow. Dis donc. Waouh, t'es fan de Denver, qu'est-ce que tu peux demander de plus ? Ah bah rien du tout, si tu demandes plus, il faut devenir fan d'une autre franchise. Non. Tu peux demander à Plumlee de faire attention, mais maintenant tu t'en occuperas plus. Tu peux demander à Plumlee de faire attention sur les possessions de fin, mais quel coup d'œil dans le rétro pour les Nuggets, une saison régulière rondement menée, rondement forcément puisque Nikola Jokic était revenu du mondial et nous avait fait un démarrage en mode diesel pour arriver en janvier-février en candidat MVP avec les belles saisons de certains copains, les débuts de Michael Porter Jr. On avait vu évidemment les apports habituels de Jeremy Grant, Monte Morris, les bons petits choix de Mike Malone. On retrouve en fait Denver sur le podium de la conférence Ouest. Ouais, on a une vraie bonne régulière, une vraie bonne saison régulière de qualité, tout en sérénité, avec quelques petits pépins physiques, Gary Harris, Paul Millsap, Jamal Murray, Will Barton, tout ça, mais toujours profondeur d'effectifs, groupe qui se connaît bien, chacun connaît son rôle, coach qui fait confiance aux joueurs qu'il faut au moment où il faut. Le leadership de Niko Jokic qui s'affirme petit à petit tout au long de la régulière. On a vu ça, on a vu Niko Jokic vraiment monter en régime. C'est un terme qui colle bien avec Niko Jokic, le côté régime. C'est pour ça que je disais que c'était rondement mené, évidemment. Rondement mené, ça marche bien aussi. On peut y aller. On peut y aller sur les blagues ou les métaphores. Toujours est-il que saison régulière de très très bonne qualité en attaque, comme d'hab j'ai envie de dire avec les Nuggets, et aussi en défense on a vu des choses vraiment pas inintéressantes. Donc en fait on se retrouve avec une équipe complète, avec un pivot serbe parmi les tout meilleurs, pour certains le meilleur à son poste de la ligue actuellement. Il n'y a pas de débat sur la saison 2019-2020, le meilleur pivot au monde est Nikola Jokic. Saison. Tout à fait, ça, juste soyons très clairs. Bien sûr. Sinon c'est qui les concurrents ? Nikola Jokic. Voilà.
parce que Joel Embiid et Karl Anthony Towns, je les adore. Ils ont parfaitement les moyens de mettre le Serbe derrière eux. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. C'est pas le cas pour l'instant. Le meilleur, c'est le Serbe. Le duo Jokic-Murray, top niveau. Donc, bon, suspension de saison, eux aussi, tout ça, ils étaient plutôt en rythme, puis surtout avec une suspension de saison. Ils sont revenus dans la bulle, pardon. Je sais pas ce que t'en penses, Bastien, mais tu sais, tu te rappelles, on les avait vus jouer contre, je crois, c'est Utah, avec plusieurs prolongations, je crois 2 prolongations. Juste avant le début des playoffs. Ouais, dans la bulle, dans le reliquat ce que j'appellerais le reliquat de saison régulière. Ouais, ils étaient un peu à la cool, ils étaient pas forcément, comment dire, ils ont pris leur temps pour se mettre en rythme, on va dire, dans la bulle. Ouais, en fait, il y a eu... Disons que l'équipe complète sur la fin de la régulière, donc ces quelques matchs dont tu parles là de la bulle, c'est ok, mais c'est pas non plus la folie. Il manque Barton, il manque Harris. Il manque Barton, il manque Harris. Il y a le retour de Jamal Murray parce qu'il y a quand même quelques pépins physiques avant que les playoffs démarrent. Mais en fait, au milieu de tout ça, Denver voit cette espèce d'explosion de Michael Porter Jr. On avait vu le talent en fait en janvier-février. On avait vu le talent évidemment au niveau inférieur, au niveau lycéen. Et là, sur cette bulle, avant même que les playoffs démarrent, tu vois Michael Porter Jr. qui fait des dingueries, au point en fait de se déclarer comme le titulaire en fait de Denver tout de suite. Ça devient le sujet de la bulle. On est début août, les gens ont envie de regarder les Nuggets. Et nous, on est en train de taper des apéros, Alex, en disant « Ouais, bah, la meilleure option offensive, en fait, d'ici quelques mois, c'est Michael Porter Jr. » T'en souviens de cette phrase? On avait quand même déconné. Michael Porter Jr., Jason Tatum, c'est lequel le meilleur jeune? On était là en plein mois d'août. Hein. On était là un petit peu trop de cagnard peut-être sur le crâne. Mais en tout cas, on était en train de se dire « Tain, Michael Porter Jr., mais ouais, sur ces playoffs, ça peut être une dinguerie. » Et tu les démarres contre Utah. Et tu démarres les playoffs contre Utah dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, enfin, une sorte de faux rythme. Oui. Et tu te prends des branlées monumentales, dont une au match 3, je crois. Enfin bref, tu fais un début de premier tour, mais franchement, je crois qu'on les a déboîtés aussi dans un apéro. On en a fait tout un apéro où on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais Denver et tout, mais qu'est-ce qu'ils foutent. Quelle triste fin de saison pour Denver quand même. Comment cette équipe peut jouer aussi mal avec tous les joueurs qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il fout Mike Malone? Ça va être un long automne hein, pour Mike Malone. Mike Malone, est-ce qu'ils vont le garder et tout, machin. Bon, là, je pense que la question, elle est répondue. Elle est bien répondue. Hein, comme on dit dans le jargon. Tu reviens de 3-1 quand même. Hein. Attends, tu reviens de 3-1. Et puis, attends. Mike Malone, on peut vite fait, on peut le dire. Mike Malone, il a pris Quinn Snyder, il a fait, tiens, regarde, mets-toi là dans ma poche. Là, oui, bah c'est ce qu'on... Tu vas être au chaud, tu vas être nickel. C'est ce qu'on disait tout à fait en sortie de premier tour. C'est qu'on avait vu avec Michael Porter Jr., avec la fin de saison régulière qu'il fait, finalement, en milieu de série, Mike Malone, il fait bon, bah non, en fait, on va mettre Jeremy Grant. On va essayer de s'ajuster. On va voir comment réintégrer Jamal Murray et on va faire ce comeback. Tu reviens de 3-1, tu gagnes 4-3. Le retour de Jamal Murray dans cette série, non, pardon, juste. Ça va. Pardon. Ça va. Oh, ça s'est vu ou c'est moi? Tout à fait. Mais encore, j'ai envie de dire le prélude de back. Parce que l'autre, c'est clair, on est d'accord. Parce que l'autre, on est en il est arrivé. Alors. Non, mais on est dans le prologue. Hein. On est sur le prologue. Hein, le prélude de Bach, puisque après l'autre, il joue les Clippers. Donc là, on lui met pareil. On parlait de Luka Doncic dans une preview récente. Donc là, quand on lui a mis Paul George notamment sur le paletot ou Patrick Beverley, il a fait LOL. Très très drôle. En fait, Orlando, c'est au Canada. Et donc, il nous fait une série absolument dingue avec Jokic, qui pareil, tu faisais le coup de la poche. Bon, bah alors là, hein, si vous aimez les pochettes. Tout ce qui est pochette, ardoise, classeur, tout ça, hein, tout ce qui est Ivica Zubac. Trousse. Alors Nico Jokic, il a une très grande trousse. C'était un sac Eastpak. Ouais. C'était très compliqué pour les Clippers. Il y a Montrezarel, il y a Ivica Zubac. Et tu es pareil, tu es mené 3-1 dans la série. Et tu te dis, Denver ne va pas pouvoir revenir. Et tu gagnes cette série en remontant 4-3 avec des exploits complètement dingue collectif. Jokic qui monte en température. Game 5 et Game 6, c'est des exploits incroyables, c'est des comebacks, tu te rappelles. À chaque fois contre les Clippers, là, ils sont menés de 16, 18, voire 20 points et ils reviennent. Bien sûr. C'est les comeback kids, quoi. C'est ce qu'on a vu par le passé, parfois avec des franchises où tu as tellement de plomb dans la tête. Ouais. Denver, on voyait l'été précédent. On en parlait, on se disait, regarde Portland qui va jusqu'en finale de conf. Et on se souvient du CJ McCollum game qu'on avait commenté ici. On se disait,
Est-ce que Denver peut passer ce cap, à voir, et je pense que toi comme moi, on n'imagine pas cette phrase qu'on va prononcer en explosant de rire dans le classique apéro où on défonce les Clippers. Bienvenue dans cette finale de conférence entre les Lakers et les Nuggets. Qui est quand même la phrase du rétroviseur de Denver cette saison. Demi-finale de conférence, la meilleure équipe a gagné. C'était les Denver Nuggets. Ouais. Au match 7, parce que là on a parlé du match 5 et 6 où c'était des exploits. Mais le match 7, c'est une maîtrise de la part des Nuggets. Ah bah c'est carré, hein. C'est qu'ils sont arrivés dans le match 7, ils étaient bien dans leur match, quoi. Ah. D'ailleurs, ce match 7, il était torché, quoi. En début de quatrième quart, il était torché, en fait, finalement. Bah ils ont monté la sauce pour monter dans la vingtaine de points, et puis surtout qu'en face, ça prenait des shoots, ça faisait des tranches. On y reviendra dans un coup d'œil du rétro. Il y a eu un garbage time dans ce match 7. Il y a eu un garbage time. Alors après, que Jokic et Murray ont regardé depuis le banc. Bien sûr, après tu te qualifies et t'es la feel good story parce que tout le monde ne parle que de Denver. C'est comme ça. Moi j'étais ici posé avec un pote Hugues qui comprenait pas ce qui se passait. Même les plus gros, je pense que les plus gros. De Denver. Ouais, tout à fait. Même tout à fait. Mais même les plus gros die-hard fans de Denver de France, et il y en a qui ont connu les années Melo, qui sont restés dans le wagon, qui ont connu George Karl, Ty Lawson et tout, etc. Quand tu vis ça et que tu vois en fait ces débats qu'on a eu, Alex, je pense vers fin septembre, début octobre, on a fait. Et si on faisait le 5 majeur de la bulle d'Orlando et qu'on s'est dit meneur, Murray, pivot, Jokic, c'est dingue. On s'est dit sur les playoffs, désolé, mais en fait, on va avoir deux membres des Nuggets. Et c'est un petit peu un symbole de cette explosion de Denver sur la fin de saison 2020. Ouais, parce qu'après, en finale de conf, ils ont pris 4-1, mais. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Genre, Bron, AD et tous les Lakers, voilà. Ils venaient de regarder les Nuggets remonter 2 fois de 3-1. Bon, ils ont fait le taf, comme ils ont fait d'ailleurs tout au long de ces playoffs-là. On peut pas reprocher grand-chose, à part, oui, t'as mis un petit tacle à Miles Plumlee, là, tout à l'heure. Mason Plumlee, pardon, ouais. Bref, tu vois, on peut leur reprocher des petites choses comme ça et tout. Ils auraient certainement pu faire mieux. Mais pour le coup, la marche, elle était trop haute, je trouve. Je suis d'accord. Ils n'ont pas à rougir de cette défaite, quoi. Absolument pas. Tu as joué LeBron et AD qui sont les futurs champions avec toute la clique. Et en plus, tu repars avec toute la planète basket qui dit franchement, vous nous avez fait kiffer. Mike Malone, bête de coach. Jokic, quel leader. Meilleur pivot au monde. Quel effectif, profondeur, machin. Tiens, maintenant, il y a 2 superstars. Jamal Murray, 3 de voir sa saison. Jamal Murray, le contrat, on en parlait il y a 1 an. On était là genre, what the fuck. Et aujourd'hui, on se dit, l'ont-ils sous-payé? Non, mais tu vois, on était limite en train d'avoir ce débat. Enfin bref, le coup d'œil dans le rétro de Denver, on pourrait le faire pendant des heures. Je pense que ça a été une des saisons les plus incroyables pour les fans des Nuggets. Ouais. Ah ouais, saison magnifique, équipe kiffante. Et puis, un front office qui fait bien le boulot pour construire petit à petit. T'as vu ça un peu ? Là, c'est mieux qu'une passe de Jokic après un rebond à une main. Hein. Ah bah, je peux te dire qu'on appelle ça un pick and roll Campazzo, Jokic. On va kiffer cette saison. Et avec cette n'empêche que c'est vrai, c'est Tim Connolly ? Non, Tim Connolly. Comment il s'appelle, Denver ? Oui, certainement. Je l'ai pas, mais oui, c'est. Je me rappelle plus le GM. C'est Tim Connolly qui fait encore le taf. C'est Tim Connolly, ouais. Puisque Masai Ujiri n'est plus là, Alex. Oui, c'est ça. C'est Tim Connolly qui a pris la place de Arturas Karnisovas. Ouais, il y avait Karnisovas aussi, mais c'est Tim Connolly. Mais ouais, bon, bref, vous me corrigerez, les fans des Nuggets. En tout cas, c'est pas forcément les intersaisons les plus simples à gérer, en fait, ça, pour ce genre d'équipe. Non. Où tu arrives après une magnifique saison comme ça. Et en fait, tu sais que tu vas être attendu un petit peu la saison suivante. Tu sais que tu as déjà un bel effectif avec des très bons joueurs dedans. Donc les mouvements, fallait certainement en faire. On va regarder ce qu'ils ont fait, mais c'est jamais simple en fait pour ce genre d'équipe, ce genre d'intersaison. Tout à fait. Et bien justement, on va regarder ça très très vite dans le marché de l'automne. Allez. Le gros tableau, on vous le montre tout de suite. Alex, juste pendant que je laisse les gens parler, c'est évidemment Calvin Booth qui a été promu GM du côté de Denver. Calvin Booth. Et c'est Anne Walton Kroenke. C'est Kroenke qui s'occupe notamment de la présidence des Nuggets. Voilà. Bah, excusez-moi,
les fans des Nuggets. Ils s'en vont. Jeremy Grant, Mason Plumlee, ce sont quand même des gros départs avec Torrey Craig. 3 joueurs importants de ta rotation, on va pouvoir en débattre parce que ce ne sont pas des départs anodins comme on le voit dans certaines autres franchises. La prolongation de Paul Millsap et une petite année en plus pour Bol Bol. Et nous avons dans les arrivées Jamichael Green pour prendre la place notamment de Jeremy Grant sur le poste 4. Nous avons RJ Hampton qui vient de la draft avec Zeke Nnaji. Facundo Campazzo, qui vient enfin en NBA pour nous apporter toute sa vista, et Isaiah Hartenstein, qui a été délaissé par Houston, puisqu'il fait plus d'1m95. Prolongation de Millsap, prolongation Bol Bol. Ouais, c'est vrai que Jeremy Grant, bon, au niveau des départs, bon, quand tu vois le tarot que lui a mis Détroit, moi je peux comprendre que les Nuggets n'avaient pas envie de payer ça. Même si j'ai beaucoup aimé le taf et la saison de Jeremy Grant, attention. Mais je veux dire, voilà, je crois que c'est 60 millions sur 4 ans. On en a parlé dans la preview Pistons. 3. Sur 3 ans, ah oui, c'est vrai, on en a parlé dans la preview Pistons. J'arrive pas à m'y faire, t'as vu? Oui. Et pourtant, excuse-moi, juste une toute petite parenthèse, et pourtant, apparemment, Denver mettait le même tarot. C'est une question de rôle, apparemment, plus pour Jeremy Grant. Quoi? Denver, ils étaient prêts à mettre ce prix-là. Je vais double-checker, mais je suis quasi sûr. C'est possible, je ne vais pas tout checker les détails. De Denver, en tout cas, il y avait eu un tarot entre, je crois, 16, 18 ou 20 millions qui était proposé à l'année pour Jeremy Grant par les Nuggets, qui voulaient en fait le conserver, mais comme certains ont pu le voir à Détroit, en fait, Jeremy Grant a envie de faire du KD dans le Michigan, donc on lui souhaite bon courage. On souhaite bon courage aux Pistons surtout. Non, bah là, je comprends complètement que Denver n'avait pas... Tu sais quoi, du coup, c'est une très bonne nouvelle pour Denver, alors. Parce que je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est un rôle discret sur ce genre de poste et dans cette rotation, vu tous les joueurs qu'ils ont autour. Donc Jamichael Green fera le boulot, on verra. Non, moi, ce qui m'a le plus surpris, et on en reparlera dans la section suivante, c'est le côté, ouais, bah non, Torrey Craig, on n'a pas de spot pour lui, quoi, tu vois. Oui. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. Le côté, c'est pas qu'on veut pas le signer, c'est que bah, on n'a pas de place, quoi. Ouais. Moi, ça m'a surpris. Après, je dis pas que Torrey Craig... c'est un franchise player qui te change le truc et tout. Mais enfin, j'avais trouvé bon, vraiment, avec les Nuggets, la saison dernière, dans la bulle, en play-off. Enfin, moi, j'ai bien aimé le taf de Torrey Craig. D'ailleurs, il est parti à Milwaukee, si je dis pas de bêtises, donc on en parlera dans une preview à venir, et je pense qu'il aura un rôle là-bas. Donc ça, c'est ce qui m'a plus surpris. Mason Plumlee, pas de surprise pour moi. Je pense qu'ils avaient pas forcément l'intention de le payer non plus. Ils pouvaient quand même pas payer Jeremy Grant et Mason Plumlee au tarot qu'on a vu, quoi. C'est pas possible quand même, franchement. C'est clair. C'est clair que le triple départ peut faire mal. Parce que Plumlee et Jeremy Grant et Torrey Craig, comme on le disait, étaient joueurs quand même de devoir, les trois. Ouais, joueurs de devoir et qui étaient pas là depuis avant-hier. C'est vraiment des mecs. Bon, autant Jeremy Grant est arrivé d'OKC, mais autant Torrey Craig est une belle story. De Denver, du centre de formation de Denver récupéré. D'ailleurs, on vous invite à lire un incroyable papier qui a été fait avec Giovanni sur l'arrivée de Torrey Craig en NBA, c'était complètement dingue. Mason Plumlee qui venait de Portland après avoir été à Brooklyn. Le seul truc que je peux valider, c'est que lorsqu'il est question de réatterrir un petit peu sur ses grosses pattes, sur du pur poste par poste, ok, Jeremy Grant, fine, tu peux pas, tu prolonges Millsap pour pas cher, tu as Jamichael Green pour apporter de l'expérience et quelque part des skills similaires. Torrey Craig, on va voir ce qui peut se passer avec une saison complète de guerrierisme défensivement et un shoot qu'on espère qu'il va revenir, parce que ça, on n'en a pas parlé dans le Hampton, le rookie, qui peut rentrer un peu dans ce rôle. C'est ça. Et quelque part, Mason Plumlee, entre Zeke Nnaji et Isaiah Hartenstein, bon, ça va. Ton poste 5 peut être remplacé, quoi. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Hein. Ils ont taffé, j'en parlais en transition, tu vois, on voit bien là que c'est pas évident pour ce genre d'équipe. Ouais. Parce que, vu la saison de Denver, ça a donné, à mon avis, à mon sens, à moi, une sur-hype à un joueur comme Jeremy Grant. Qui, du coup, croit qu'il faut qu'il ait le ballon dans les mains. Bon, ok. Moi, je suis pas sûr de ça. Deuxièmement, ça fait qu'il y a des équipes qui sont prêtes à payer 60 millions sur 3 ans sur un mec comme Jeremy Grant. Voilà. Donc, du coup, ça peut créer des petits soucis comme ça où tu as été obligé un peu de modifier des pièces importantes de ton vestiaire. C'est ça. On rappelle que Jamichael Green, il arrive des Clippers. Tout à fait. Qu'il est arrivé en disant beaucoup de bien de son ancienne équipe. Qu'il est arrivé en disant voilà. Notez les Clippers Nuggets. Il n'y a pas un Noël d'ailleurs. Il va y avoir une ambiance dans les Clippers Nuggets et
Et les Clippers Lakers aussi, parce qu'on a un autre gars, enfin bref, on a des gars dont on doit parler. On a des ailiers forts de brillance. Non mais t'es d'accord. Là, déjà Michel Green, en gros, il est arrivé à Denver, il a fait « Ah, non, je suis quand même content d'être ici, hein, parce que chez les autres, là-bas, là, mais quel bordel !» En gros, je schématise, mais en la gros... pire année de ma vie, hein. Qu'est-ce que je regrette, les Clippers. C'est clair. Vous imaginez pas le délire, hein. Ah, du basket. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, voilà, donc le mec, voilà. Et puis en plus, bon, bah, il rejoint la franchise, il menait 3-1, puis il a perdu, ça rappelle quelqu'un. En espérant évidemment un bel avenir pour les Nuggets champions avec Michael Green MVP des finales. Voilà. Non, mais plus sérieusement, moi je trouve, je suis d'accord avec toi, Bastien, l'équilibre est bon. Voilà. L'équilibre est bon. Après, encore faut-il le faire tourner, quoi, cet équilibre. Encore faut-il le faire tourner l'équilibre. C'est pas très français ce que je dis, mais je te vois arriver comme vous avez compris l'idée. Je te vois arriver gros comme un camion au niveau de la transition. J'en casais juste une dernière sur ce gros marché de l'automne de nos amis les Nuggets. Je n'ai pas mis Arturas Karnisovas car ça faisait quelques mois qu'il avait quitté le board de Denver. Donc il y a eu un printemps, il y a eu un été et maintenant un automne qui est passé. Mais il y a eu quand même quelques petits changements en interne, donc à voir comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des choix assez intéressants qui ont été faits au niveau du talent, avec Hampton, notamment Nagy, et évidemment le coup de poker qui est posé sur Campazzo, dont on va pouvoir parler peut-être dans une autre section si vous êtes sage. Il est possible. Mais comme tu le disais Alex, nous avons un coach Mike Malone qui est passé de celui qui était très décrié à celui qui est grave respecté. Il a des joueurs à devoir utiliser, on va regarder ça tout de suite. C'est parti, 5 majeurs. On va regarder ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Le point il est tendu, il y a un meneur, il y a un arrière, il y a un ailier, il y a un ailier fort, il y a un pivot. Nous sommes à Denver et nous avons envie, comme pour chaque franchise, de nous poser la question suivante. Qui sont les verrous, qui sont les titulaires sûrs et certains à Denver la saison qui arrive? 3,5. Au moins 3. J'ai une triplette et des titulaires. Après, j'ai des hésitations, mais ce sont des bonnes hésitations. Je préfère le prévenir tout de suite. C'est des choix de riches, comme on dit. Ok. Alors, nous avons sûr et certain au poste de pivot Nikola Jokic. Voilà. Nous avons sûr et certain au poste de meneur Jamal Murray. Ouais. On a Gary Harris en 2. Nous avons Gary Harris en titulaire poste 2 parce qu'on se fout de la gueule de son shoot, mais quand même... Tellement complémentaire de Jamal Murray. Parfait avec Jamal Murray. Il est là depuis longtemps. Il est payé 19 millions l'année. Tu vas pas le mettre en sortie de banc. Il défend. Quand le shoot il rentre trop bien, mais alors défensivement, il n'y a pas de question à se poser. Le taf il va être fait. Voilà. Et ensuite là sur les postes 3 et 4, je veux bien ton avis parce qu'il y a un peu de choix. Est-ce que Will Barton va récupérer un job de titulaire? Ou est-ce que Will Barton va récupérer le job qu'il avait il y a 2 ans, je dirais, de 6e homme, energizer, qui débarque et qui court dans tous les sens, qui fout 17 points là. Enfin, peut-être pas 17, mais 14, 15. Will Barton n'est pas forcément le joueur qui me pose le plus de problèmes dans cette grosse question des titulaires parce que je pense que quel que soit son rôle, comme tu le disais, là, avant il a été remplaçant, puis il a été titulaire. Enfin, il est capable, quel que soit son rôle, de bien s'ajuster. Moi, la question, en fait, c'est surtout quand tu vois Mike Malone débarquer et faire Michael Porter Jr. est une superstar. Et il arrive et il dit tout de suite, on va bien le responsabiliser parce qu'il a un talent All-NBA et qu'on a envie de le mettre en avant. Où est-ce que tu le cases? Tu le cases en 3 ou tu le cases en 4? Si tu le cases en 3, tu le mets à côté de Paul Millsap, ou est-ce que tu le cases en 4 et t'as Will Barton à côté? C'est pour ça que j'ai 3,5. Ouais. Parce que... Il y en a 4. Michael Porter Jr. est un titulaire, je pense. Ok, d'accord. Non? Si. Mais pour moi, il est 3. Je sais pas s'il est 4 vraiment. Hey, la raquette Porter Junior Jokic. Wow. Donc moi, tu gardes Millsap. Je suis pas fan. Tu gardes Millsap. Pour moi, tu gardes Millsap, ou alors si tu veux vraiment pas mettre Millsap, tu mets Jean-Michel. Hein. Tu mets Jean-Michel Vert. Hein. Ouais, mais je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie de leur accord. C'est genre, hey Polo, t'as fait le taf. Tu nous as dit que tu reprends 10 millions l'année. Depuis que t'es là, on fait soit podium de l'Ouest, soit finale de conférence. Ouais. Vas-y, ça marche avec Nico. C'est ça. Ça te dit 18 minutes par match, Polo? 18, 22 minutes, tu vois? 25. Les soirs où t'es bien. Ah, je suis d'accord. Donc du coup, on aurait un 5 majeur. Murray, Harris, Michael Porter Jr., Millsap, Jokic. C'est propre. Surtout qu'attention.
Montemoris, PJ Dozier, Facundo Campazzo. Ouais, d'ailleurs, Montemoris a pris une prolongue. Juste aussi, moi je l'ai pas mis. C'est vrai qu'il n'est pas dans le tableau. Du coup, attends. Montemoris, je recommence. Montemoris, PJ Dozier, Facundo Campazzo, RJ Hampton. Bon, le rookie, on verra ce qu'il vaut. Du coup, t'as Will Barton sur le banc. T'as Kankar, là, bon, on va voir s'il l'utilise vraiment. T'as Jean-Michel Green, ok. Après, pour derrière Jokic, derrière Jean-Michel Green et Millsap, t'as du Hartenstein, Zike Naji, ok, le rookie, on verra ce qu'il vaut. On verra quel poste exactement il peut jouer et tout. Et le fiston de Manute Bol. Alors... Bol. Tout à fait. Alors, petite info là-dessus, notamment, pour Bol. Ce qui se dit à Denver, c'est que c'est un ailier remplaçant. Mais j'ai lu ça aussi. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, parce que... Mais ils me rendent ouf. Mais c'est pas un ailier, faut pas exagérer quand même. Go Denver, on y va sur Par contre, moi j'ai vu projets. les images comme tout le monde. Eh oui. Bordel, quelle fluidité. Non mais bien sûr, mais c'est pour ça. T'es d'accord dans les moves. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils vont essayer de voir. En tout cas, je veux pas m'éloigner du point que tu allais mentionner, qui était que la profondeur d'effectifs et le talent qu'il y a à disposition pour Mike Malone, c'est quelque chose. Ils ont vraiment réussi à avoir... Ils avaient un banc qui était vachement autour de la doublette Mason Plumlee, Montemoris, et tu avais des petits apports à droite à gauche, mais là tu as vraiment des postes qui sont double à triplé en fait, c'est chouette. Allez, un tout petit peu plus de profondeur sur le poste 3. Ça va, hein. Barton, PJ, Michael Porter Jr., ça t'en fait déjà 2. Si tu lui demandes poliment, donc visiblement Bol peut jouer 3. Mais donc moi je pense que Kankar c'est un 3 ça. Oui tu peux. Oui. Tu peux, donc ça va. Non, puis en plus ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais juste avant, très justement dans le marché des transferts, c'est vrai que tu as perdu des mecs importants de ton groupe, mais tu as quand même un groupe qui vit ensemble depuis longtemps. Je veux dire Murray, Harris, Barton, Millsap, il commence à être là depuis un moment. Jokic, Montemoris, ça va être sa deuxième ou troisième saison. Michael Porter Jr., ça va être sa deuxième. Tu vois, t'as Mike Malone, il démarre pas, il commence à connaître le groupe. Il y a déjà un beau noyau, c'est-à-dire que t'as de la profondeur, et en plus, le noyau, c'est 6 ou 7 personnes, en fait. Ils ont rajouté du talent. Ouais, ils ont rajouté du talent à ce noyau qui est solide, et qui fait que dans les titulaires, tu peux varier les plaisirs. C'est-à-dire que le soir où c'est « Oh putain, vas-y, allez, all offense. On y va là, qu'est-ce qu'on va aller faire chier les Hawks là? Pourquoi est-ce qu'on se foutrait Millsap et Jokic et Michael Porter Jr. Vas-y. Michael Porter Jr. en 4 là, il va nous casser les couilles de John Collins. Ou en fonction des oppositions, on joue les grosses têtes de Los Angeles avec Marc Gasol et Anthony Davis. Allez, Paul Millsap et Jokic. Il y a des options. Surtout que tu vas pouvoir utiliser les débuts de certitude que tu as construits dans la bulle en août-septembre, là, qui sont que sans Will Barton, tu peux jouer, que Gary Harris, quand il revient, ça te fait quand même du bien. Du coup, pour intégrer à tout ça des nouveaux en NBA, que ce soit Campazzo qui débarque, mais qui est un professionnel depuis de nombreuses années, on va en reparler, ou que ce soit un rookie comme RJ Hampton avec un profil hyper intéressant pour moi, dans la rotation de Denver. Après, vu la profondeur de l'effectif, on va voir comment Mike Malone utilise le rookie. On est d'accord. Mais le profil, mais bien athlétique, long, explosif. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut et Denver continue son travail qu'on voit depuis plusieurs années, en fait, qui est de dire, ok, on prend Jokic il y a 7 ans, on prend Jokic il y a 8 ans, c'est il y a 6 ans qu'on le voit émerger. On prend Jamal Murray il y a 7 ans, c'est il y a 5 ans qu'on le voit émerger. On prend Gary Harris il y a 5 ans, c'est il y a 3 ans qu'on le voit émerger. À chaque fois, ils sont à +2. C'est-à-dire qu'on a eu Michael Porter Jr. être drafté il y a 2 ans et c'est arrivé. Ils nous ont fait le même coup là avec Bol et voir comment est-ce que ça va se développer. Il y a même PJ Dozier qui nous a montré des belles choses sur les playoffs sans craquer. Au niveau défensif aussi, il aura un rôle à jouer et en agressivité vers le panier. Et là, c'est les premiers à nous montrer, j'imagine, cette saison. Regardez, on vous réserve encore de la teaser pour 2022. On vous réserve de la cam avec RJ Hampton et Zeke Naji. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, donc en fait, le projet, c'est un pick and roll RJ Hampton Bol. Bonjour, quoi. Démerdez-vous, on aura 2-5 majeurs. Et en plus, il y a vraiment un autre truc par rapport à la NBA moderne, c'est que ça shoot de partout.
Ah, c'est chaud. Hein. Ça shoot. Ça défend pas des masses, t'y as perdu quand même un peu. T'y as perdu parce que quand même t'enlèves Jeremy Grant et Torrey Craig quand même. Oh. Ouais, tout à fait. Et on peut dire ce qu'on veut de Plumlee, ok, on se fout sa gueule, etc. Mais tu vois, Plumlee, je pense qu'il se bat et tout, mais je sais pas, il y a des mecs qui vont faire le taf, mais défensivement, je pense que Torrey Craig, je veux dire, RJ Hampton, je l'aime bien, mais il est crookie. Alors s'il débarque et qu'il fait oublier la défense de Torrey Craig, tant mieux pour les Nuggets, attention. C'est impossible. C'est compliqué. Et effectivement, Jeremy Grant, je pense pas que Jean-Michel Green il défende aussi bien. Par contre, il shoot mieux. Si, Jamel Green il défend aussi bien, ça c'est pas un que Jeremy Grant. Oui. Moi, personnellement, je trouve pas, mais ça se discute. Je le trouve un peu plus mobile, un peu plus long. Mais il défend bien Jean-Michel Green, mais moi je trouve Jeremy Grant il est vraiment fort. C'est pas tout à fait les mêmes types de défenseurs, mais disons qu'il va apporter une expérience et une sagesse. Et des shoots, en il défense. met des tirs. Il va mettre ses 3 points. Je pense qu'en effet tu y gagnes en shooting, tu y perds un peu en défense, mais Mike Malone débarque là cette saison en se disant tu sais quoi, même si on a besoin de reposer certains gars pour se préparer pour les playoffs, en fait on a de la profondeur. Hein. C'est ouf. Ils ont vraiment un bête d'effectif. Bête d'effectif. Je suis bien d'accord. Maintenant qu'on a fait le tour du marché de l'automne et de ce 5 majeur, on va devoir se poser une grosse question. Allez, la pregunta, comme on dit dans le Colorado. Exactement, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit chez Facundo Campazzo. Exactement. Et donc, nous sommes dans le Colorado avec cette question de la mort qui est la suivante. Tu as fait la finale de conférence à l'Ouest. Tu as envie d'aller chercher le titre. Est-ce que la marche n'est pas un peu trop haute? Est-ce que c'est un rêve un peu inatteignable? Comment est-ce qu'on fait à Denver avec ce qu'on a là dans l'effectif et avec tous nos espoirs et avec la concurrence qui se renforce? Comment est-ce qu'on fait pour retourner en finale de conf? Essayer de pousser pour aller cette fois en finale NBA? Phrase incroyable. Et pourtant, c'est leur objectif. Déjà, première mission, rester dans le haut de la conférence Ouest pendant la régulière. Pour, si jamais ça se décante un peu, avoir l'avantage du terrain, on verra où ça nous mène, tout ça, mais tu vois, rester dans le haut, rester dans le rythme. C'est quelque chose que Denver a extrêmement bien réussi la saison dernière. C'est qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais ils avaient des belles certitudes quand la NBA s'est arrêtée, quand ça a été suspendu. Ils sont revenus dans la bulle, ils ont juste eu à se remettre en rythme pour retrouver leur certitude, en fait. Là, en plus, avec la confiance et l'expérience qu'ils ont accumulée pendant les playoffs, parce que quand tu reviens de 3-1 contre le Jazz, puis de 3-1 contre les Clippers, mais tu enfiles de la confiance et de l'expérience, et donc encore plus de mental. Donc ça, c'est les bases que Denver, à mon avis, a, et sur lesquelles il faut qu'il continue de s'appuyer pendant la régulière pour pouvoir briguer quelque chose d'encore plus gros lors des prochains playoffs. Après... Le truc, c'est ça, c'est... T'es d'accord avec moi, Bastien? On en parle souvent du côté Starship System et tout, machin. Ce qu'on a vu de Jokic et de Jamal Murray à partir du moment où il est revenu en playoff l'année dernière, ils peuvent pas faire moins bien. Ils peuvent pas faire moins bien s'ils veulent que Denver ait un espoir de fumer de l'énorme calibre, genre Lakers ou Clippers qui reviendraient revanchards, ou je ne sais quelle autre équipe de l'Ouest, les Mavs, les Blazers, qui vous voulez, qui serait super chaud en playoff, quoi, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord. Pour Jokic, je peux concevoir qu'il fera la même chose. Jamal Murray, putain, Jamal Murray. Si nous refait un truc similaire à la bulle, c'est chaud, parce que là on était sur des bases, on se disait genre putain, on n'a pas vu ça depuis quand, quoi. Enfin, c'est chaud. On l'a appelé Michael Jordan pendant tout le mois de septembre, l'automne. Bah bien sûr, moi je serais le premier à dire waouh et à me lever et à applaudir si Jamal Murray est capable de jouer dans la continuité de la bulle. Ça me semble tellement haut comme marche, pourquoi pas. Mais c'est surtout, en effet, c'est en interne. C'est-à-dire que tu parlais là de Star System et de ce que les équipes sont capables de faire. Évidemment, comme on l'a dit dans d'autres previews, tu peux avoir des cas à la Miami où en fait tu n'es pas obligé d'avoir des superstars. Ton groupe vit tellement bien et est capable d'eux que tu t'en sors. Encore faut-il que tu aies un verrou défensif, ce qui n'a pas l'air d'être le schéma sur lequel Denver part. Ils sont capables de bien défendre, mais c'est pas non plus une équipe qui va te verrouiller et te faire flipper. Là, les Lakers, s'ils se ramènent la saison prochaine sur une série et ils jouent ça, ou même les Clippers, ils vont pas se dire genre waouh, on va se faire verrouiller nos têtes, quoi. Non, tu stresses plus pour savoir comment tu en encaisses moins de 120, mais c'est clair que tu sais comment tu peux attaquer. Hein. Et donc, il y a plein d'options. Et donc c'est pour ça que la plus grosse
interrogation pour moi, elle se situe sur notamment Michael Porter Jr. et sur ce travail qui est fait en interne pour essayer de faire émerger une nouvelle tête. C'est-à-dire que ouais, c'est très sympa Monte-Morris, et Torrey Craig, et Jeremy Grant, Mason Plumlee et tous les gars dont on a parlé. Super. Mais ce sont des très très bons joueurs de devoir. Ce que Denver doit avoir, c'est ok, on a balancé des cailloux là. Bol, Michael Porter Jr. C'est qui se développe là et qui devient la troisième star. Le crack, quoi. Le crack qu'on n'a pas vu venir. On a commencé à en parler avec Michael Porter Jr. Bien sûr. On a vu les prémices de quelque chose qui offensivement peut être quand même une petite dinguerie, hein, quand même. Hein. Bah, bien sûr. L'ailier de 2m05 qui est capable de mettre des gros tirs, de driver, qui sait être patient quand il faut, qui joue sans ballon, qui se planque dans les corners, enfin qui respecte les systèmes et tout. Faut qu'il se sorte les doigts en défense pour pouvoir jouer plus souvent poste 4 comme tu le suggérais tout à l'heure, Bastien. Parce que je pense que ça a pas mal d'avenir pour lui. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'il sorte plus les doigts en défense. Hein. Je suis désolé. Hein. Il n'y a pas le choix. Là. Les doigts, là. Il n'y a juste pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est de sortir le bras, là. Ouais. Non, mais clairement. Donc, mais oui, Michael Porter Jr. a le potentiel offensif d'une star. Clairement. Clairement. Il peut, franchement, il peut y avoir des matchs où c'est lui qui casse la défense d'en face. Hein. Bah c'est ce qui fait il l'a déjà fait, hein. C'est ce qui fait qu'il a ce statut, je pense honnêtement, hein, je pense que Denver aujourd'hui, tu les approches, tu les téléphones, tu leur fais on peut avoir non, OK, pas Jokic, OK, pas Murray, OK, pas Porter Jr. Il le sait, il a l'étiquette, ça y est, elle a été, le mot est passé, le fax est arrivé dans toutes les boîtes mail des 29 autres franchises NBA, Michael Porter Jr. est intouchable et oui, en effet, il peut casser la bouche d'autres franchises. C'est cette clé, ce déclic qui, je pense, va être l'élément le plus fascinant à suivre sur la saison prochaine avec Michael Porter Jr. Parce que si lui, en interne, il passe ce cap, et en effet, il y a des soucis défensifs, mais tu te rends compte qu'en fait, le mec, t'as une espèce de version entre du Rudy Gay et du Carmelo Anthony, tu vas être là genre, en fait, les gars... On aborde les playoffs tranquillement et du coup toutes les équipes de l'Ouest qui pensaient voir ces Nuggets sur le papier, en fait ils ont pas ces Nuggets sur le papier, ils ont ces Nuggets avec un Michael Porter Jr. qui en fait complète un trio à 60 points de moyenne quoi. Ouais, ah oui, c'est tout à fait possible, 60 points de moyenne sur ces trois joueurs-là, sans problème. Sans problème, c'est tout à fait envisageable. Quoi. Il y a de la qualité de shoot, il y a des très bonnes décisions, il y a un jeu collectif, faut pas oublier, hein, Denver, hein, c'est une équipe où avant tout le ballon circule et tout, donc ça veut dire que le soir où Michael Porter Jr. est en feu, il aura des ballons, mais le soir où c'est Will Barton qui est en feu, parce que tout ça, ce qui est sorti, il aura les ballons, hein. Ouais. Il aura les tirs, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. C'est une arme dont ils doivent se servir pour essayer de passer un cap. Maintenant, pour essayer de répondre à ta question originelle, c'est-à-dire est-ce que les finales, c'est pas juste un rêve ? Il faut se poser aussi la question de la concurrence. C'est comment tu bats les Lakers ? Comment tu rebats les Clippers. Tout à fait. C'est en ça qu'on avait vu, et on ne peut pas faire de transition avec du marché de l'automne et 5 majeurs sans reparler dans la question de la mort de ce qui s'est passé ces dernières semaines, et notamment le fait qu'on entendait Denver sur Jrue Holiday, Denver sur d'autres pistes comme ça, parce que certes, tu as du talent, mais là, il te faut du calibre All-Star pour aller affronter ces gars-là. Donc, c'est pour ça qu'on les a vus dans les rumeurs. Pour essayer. Je dis pas que tu rajoutes Jrue Holiday, soudainement, tu regardes les Lakers dans les yeux. Non, on va faire une preview des Lakers, ne vous inquiétez pas, on sortira le cocktail. Mais dans les faits, tu as l'impression qu'il faudrait un nouveau... C'est plus... Tu me dis ce que tu en penses, hein, mais j'ai plus l'impression qu'on est dans l'ordre du « Wow, faudra-t-il un nouveau miracle ?» que la base, c'est Denver en finale de conférence. En fait, c'est exactement. Ça va dépendre aussi du développement de Michael Porter Jr. et Bol Bol. Parce que si ça se trouve, ils n'ont pas eu Jrue Holiday, mais en fait, Michael Porter Jr., ça se trouve, il est à plus de 20 points par match la saison prochaine. Mm-hmm. Enfin, plus, tu vois. Enfin, il y a un vrai bon scoreur que tu peux pas laisser shooter et tout machin. Ça pourrait déjà être un premier cap. Maintenant, ça demande du temps, du travail, et puis après, il faut l'assumer en play-off, ça. Ouais. Parce que la régulière, c'est bien, c'est très important. Mais après, il faudra l'assumer en play-off, là où tu as moins de certitude sur un Michael Porter Jr. que sur un Jrue Holiday ou sur un... Je sais pas. Mais de toute façon, c'est ce que sont en train de faire toutes ces équipes-là. Hein. On a fait la preview des Blazers. Mm-hmm. On a fait la preview du Jazz. C'est ce qu'elles font, ces équipes-là. Elles essayent, elles cherchent à la recherche de la troisième star, quoi. C'est ça. Après, soit tu as une troisième star, soit tu as deux énormes stars. Et Denver n'est ni dans un cas ni dans l'autre, je trouve. Quand je dis énorme star, je veux dire, les Lakers,
Est-ce qu'il y a vraiment 3 stars aux Lakers? Non, c'est bon, t'en as 2 et ça va. Mais par contre, t'en as 2, pardon. Quoi. Ça discute dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Mais les Clippers, franchement, voilà, ça pique aussi fort. Bien sûr. Il y a des exemples qui ont moins bien marché, aux Rockets notamment, ou des choses comme ça. Donc du coup, parce que Jamal Murray, Niko Jokic, le duo, on peut en parler aussi. Est-ce que toi, Bastien, tu penses que c'est un duo autour duquel on peut construire une équipe pour le titre? Déjà, posons-nous cette question-là. Moi, je pense Est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je pense que oui. Et honnêtement, je sais que ça peut paraître complètement dingue pour certains, mais Jokic a 25 ans et Jamal Murray a 23 ans. Ce qu'ils viennent de faire... Non, mais c'est chaud. Ce qu'ils viennent de faire dans la bulle d'Orlando à cet âge-là, c'est pas normal. Il faut un niveau de plomb dans la tête et de talent qu'on ne trouve pas partout, en fait. Et peut-être qu'en effet, Jamal Murray va refaire des montagnes russes et qu'on va galérer à retrouver un joueur de niveau star, ou déjà all-star, qui puisse être all-star déjà une fois dans sa carrière. Mais je pense que là, il y a eu un espèce de déclic avec Jamal Murray que j'ai très hâte de voir sur la saison régulière. Et oui, son combo qui en plus est complémentaire. On parle pas de 2 stars, tu vois, qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, Jamal Murray et Nikola Jokic, tu leur files la balle, il reste 3 minutes à jouer. Putain, en termes de decision making et de pick and roll, pick and pop, tout ce que tu veux, putain, ils se connaissent par cœur, quoi. Donc moi, je pense que ce n'est pas pour maintenant. J'ai envie de donner cette année encore plus de développement à Denver et en fait te ramener la suivante avec une année de plus de Jokic et Murray qui se disent ok, on a 26 et 24 piges, t'es même pas encore dans ton prime et voyons voir comment ça s'est passé en interne, quoi. T'en penses quoi? Ah ben je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je pense que tu peux travailler et je pense que ce qu'ils ont fait dans la bulle, c'est du top niveau et que maintenant, il faut qu'ils apprennent à le reproduire régulièrement. Ce qui fera d'eux d'éventuels candidats au titre. C'est ça. Nous sommes d'accord. Sur cette grande question de la mort, évidemment, on vous attend les fans des Nuggets parce qu'on le sait, ça vise la bagouze. Il faudra marcher sur des gros cylindrés qui possèdent des super giga stars. Nous, on va devoir enchaîner, Alex, avec le trophée du peuple. Allez, un golden à Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. T'es bien. Ça va. J'ai pas de place, je peux pas tendre le bras. Mais il n'y a pas de problème. Là, je peux pas, vous voyez, mon bras sort de l'écran. Voilà. Mais il n'y a pas à se justifier. Nous sommes sur le Gérard d'or. Vous le savez, c'est le trophée du peuple. Nous sommes à Denver en train de regarder les Nuggets. Oh là là, il y a du Gérard dans cette équipe. Qui va vous faire cliquer sur les Nuggets? Alex, qui va te faire cliquer sur Denver cette saison? L'année dernière, je crois que j'ai pris Michael Porter Jr. On en a déjà bien parlé. Là, on vient de faire un joli couplet sur Jamal Murray, je trouve. Je vais prendre Nikola Jokic en Gérard d'or. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé de lui là dans cette preview. On a dit oui qu'il a été bon et tout. On a dit qu'il était le meilleur pivot pendant le coup d'œil dans le rétro et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais le daron de cette équipe, enfin le daron, c'est pas un daron, mais le patron de cette équipe, c'est un bon gros pivot serbe. Il n'y a pas à chier. Jamal Murray, il peut scorer dans tous les sens et tout. Tout passe par Nikola Jokic. Tout. Absolument tout. Il a fait des fins de match absolument incroyables pendant les playoffs dans la bulle d'Orlando. Quels que soient les adversaires qui lui ont été proposés, que ce soit du Rudy Gobert ou que ce soit les Montrezl ou les Zubac, bon voilà, qui ne pouvaient pas faire grand-chose et tout. Decision making, comme tu l'as dit tout à l'heure, franchement, moi je l'ai trouvé absolument magnifique. Du coup, on parlait là de vouloir aller en finale NBA. Je pense que pour ça, Nikola Jokic peut encore nous épater. Et encore, tu vois, le Niko Jokic a, c'est quoi la saison dernière, 10 rebonds, 8 passes, 20 points ou un truc comme ça, hein, oui, quelque chose, j'ai pas cherché les stats, mais en gros, c'est ça, quoi. T'as 20 points, 10 rebonds et 7 passes. Moi, je pense que Niko Jokic peut être dans la continuité de la saison dernière et nous montrer qu'il est capable de faire des petits efforts défensifs pas trop dégueux. Ah bah, le premier tour contre Utah, on s'en souvient. C'est pas mal. Il a mal démarré, puis après, il s'est bien repris. C'était horrible au début. Je pense qu'il peut scorer un peu plus, montrer un petit peu plus d'agressivité. Je pense qu'il en est capable. Et en fait, c'est mon Gérard d'or parce que je pense que très peu d'amateurs de basket me contrediront là-dessus. C'est cool de regarder Jokic jouer au basket. C'est un Gérard du basket, Jokic. C'est un mec pour qui tu cliques, quoi.
Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'était pas efficace, par exemple, qu'il était pas très efficace au shoot ou quoi, on le regarderait quand même jouer, en fait. Tu vois ? C'est vrai, non ? S'il prenait pas beaucoup de rebonds ou quoi, en fait, on le regarderait quand même jouer. Est-ce qu'on attendrait la passe de ouf ? On attendrait ce gros pépère de 2m13, je sais pas combien de kilos, qui remonte la balle avec une sorte de dribble un peu chelou où tu dis mais il va la perdre. Et là, il y a un petit arrière qui essaie de lui piquer. Hop, il dribble dans le dos, tu sais. Enfin, t'es là, tu fais putain, c'est Nikola Jokic, moi je trouve c'est l'un des plus gros délires de la NBA actuelle, clairement, en termes juste de quand tu regardes un match de basket, quoi. C'est un pivot qui monte la balle, c'est un pivot par qui tous les ballons passent, c'est un pivot qui parfois t'as l'impression qu'il contrôle à peine le ballon et qui fait un geste complètement pas orthodoxe. Ça fait une pure passe, quoi. Il marque des paniers, il transforme des airballs avec son sens du jeu et sa technique, il transforme des airballs en paniers à 2 points. Enfin, voilà, moi il me fait halluciner. Donc comme ça, je profite de ce passage de Gérard Dor pour parler de lui, parce que je pense que plein de joueurs ont des clés, hein, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Will Barton, comment il sera utilisé, blablabla et tout. Mais en fait, si Jokic, comme tu viens de le dire, qui a encore que 25-26 piges, peut encore nous passer un cap, c'est quoi en fait qu'on a devant nous ? C'est 24 points, 11 rebonds, 7 ou 8 passes d'aise. Il peut être en train de moyenne. Hein. Qu'est-ce que c'est que... Et si c'est vraiment ça qu'on a en face de nous, quel intérieur peut jouer contre ça ? Tu sais que... Ah non, mais bien sûr. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je pense que ça peut être une énorme clé parce que tu donnes tellement d'espace du coup à Porter Jr., à Jamal Murray ou à Jamichael Green, des gars comme ça pour avoir des shoots ouverts en attaque. Tu changes tout, quoi. Tu peux contrôler le tempo, jouer les contre-attaques ou pas. Sur demi-terrain, bah t'es trop fort. T'as l'un des meilleurs intérieurs de la Terre sur demi-terrain dans ton équipe. Donc voilà, Niko Jokic, c'est mon Gérard. Moi je clique sur Denver en grande partie pour Niko Jokic. Je suis bien d'accord, pas que, évidemment. Mais en grande partie. Non, c'est sûr et certain, on l'attend aussi. En attaque, il n'y aura pas de problème, c'est en défense et dans le leadership aussi qu'on en demande encore plus pour Nico. Bien sûr, on va voir un peu si le plomb acquis dans la tête côté d'Orlando va rester là et continuer dans cette lignée-là, hein, parce que s'il joue tous les matchs dans la lignée d'Orlando, là, ça va être compliqué de jouer Denver, ça c'est sûr et certain. Mon Gérard Dor à Denver cette saison, ce sera évidemment Facundo Campazzo. Pourquoi évidemment ? Évidemment, pourquoi ? Parce que autant Jokic c'est de la bombe à la passe, autant Campazzo pas mal non plus. En fait, on peut avoir des séquences qui sont complètement dingues à Denver avec Campazzo. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne le savent pas, vient d'Europe. On l'a vu se régaler, évidemment, avec la sélection argentine. On l'a vu jouer avec le Real, ancien coéquipier d'un certain Luka Doncic, qui, lui, Luka Doncic a été interrogé sur l'arrivée de Campazzo NBA et a dit « Putain, ça va être une galère pour ses défenseurs. » Et c'est normal parce qu'on parle d'un cerveau élite sur toute la planète basket. On ne parle pas juste d'Europe. On parle vraiment de toute la planète basket. Campazzo est dingue dans la créativité, dans la lecture de jeu. En fait... il existe un scénario dans lequel Campazzo et Jokic sont assis dans des canapés, se regardent et ils disent « Ok, en fait, si on jouait aux échecs, on aurait 157 coups d'avance. » Ils sont trop forts. Il y a un vrai push qui peut être fait en sortie de banc par Campazzo. Il va être le Girard des fans dès Day One. De toute façon, c'est simple. La pré-saison, elle a déjà commencé. Dès qu'il est sur le parquet, tout le monde est comme ça. Parce qu'on va avoir des caviars complètement dingues, qui a des shoots à 3 points qui sont prêts au moment. Il a 29 piges, il n'est pas là pour traîner. On est là et on a fait le jump en NBA pour être tout de suite productif, responsabilisé et aller loin. Lui, il a vu Denver en finale de conférence. Il n'est pas là pour jouer le premier tour et se dire bah merde, je vais peut-être retourner au Real. Dès que Campazzo sera sur le terrain, je clique sur Denver. Et franchement, double café en intraveineuse et on regarde un pick and roll avec Nikola Jokic et Facundo Campazzo. Je pense qu'en fait, plus que la NBA n'est pas prête, je pense que juste le basket n'est pas prêt. Si le docteur James Naismith voyait Campazzo avec Jokic sur un parquet, il se dirait ok, voilà comment on devrait jouer le basket. Et donc je vais les surveiller de très très près. Alors ça défend pas une bille, mais alors... Puis il dit athlétiquement, physiquement, mais il y a des grosses limites. Petit, quoi. Et quand je dis ça défend pas une bille, c'est ce duo va essayer de faire au mieux et Campazzo n'est pas non plus un uber athlète qui va défendre le plomb. Il a cette intelligence de jeu qui va lui permettre de survivre en NBA, mais
Quelle est sa place? On a déjà vu des meneurs de talent débarquer en NBA. On était là genre, what? Milos Teodosic qui arrive en NBA, c'est une grosse dinguerie. Sarunas Jasikevičius qui arrive à Indiana, complète dinguerie. Adaptation un peu compliquée. Que va-t-il se passer avec Campazzo, là où je suis très confiant, c'est que l'organisation de Denver est trop bien foutue et il doit être tellement validé par Jokic qu'ils doivent dire genre... Et le jeu. Ok, t'inquiète. Et le jeu qu'il pratique. Le jeu de Denver lui permet justement d'avoir des minutes. Et puis tu en parlais tout à l'heure, derrière Jamal Murray, Campazzo, RJ Hampton, Monte Morris et même du PJ Dozier parfois qui peut aider. Bon, j'espère que Campazzo va avoir du bon temps de jeu derrière Jamal Murray et qu'il sera le meneur créateur derrière pour faire complètement péter les highlights et proposer des contre-attaques comme on a rarement vu, quoi. Moi, je suis impatient. C'est un des noms que j'attends le plus de toute la NBA en termes d'arrivée pure. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Pour Monsieur okay. Campazzo et Jokic pour Alex en Gérard d'Or. On va devoir enchaîner sur une autre section. Pronostico ? Tout à fait. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Allez, hop, on envoie l'avenir. Boum. Si les Nuggets sont vainqueurs de leur division Nord-Ouest, c'est à 1,75 la cote de chez les poteaux de Parions Sport. Je rappelle la concurrence à Denver pendant qu'Alex il hésite. On a Utah, on a Portland, on a OKC, on a Minnesota et on a les Nuggets. Pas facile de gagner la Nord-Ouest. Hein. Non, pas facile, mais cette cote de 1,75 représente bien la vision qu'on a de ce groupe, de cet effectif qui est... Je sais pas s'ils sont favoris de leur division, je sais pas si c'est tellement important finalement de gagner la division. Là, c'était une cote intéressante parce qu'en fait, on est en train de discuter entre Denver, Portland et Utah, en gros. Hein, on va sans faire offense à OKC, Minnesota. Si Minnesota gagne la Nord-Ouest, je me tairai, d'accord, hein, voilà. Hein, voilà. Dumb basketball. On y va. Donc voilà. Mais plus sérieusement, on est là-dessus et je pense que Denver est légitimement favori de cette division, personnellement. Si vous y croyez, allez-y, foncez. Dans tous les cas, on le sait, il y a quelques matchs de moins dans la division, donc il faudra se démerder avec les autres franchises par la suite. Alex, est-ce que tu as un over-under ? Ouais, il est à 43,5. 43,5, voyons voir, qu'est-ce que j'ai mis. Est-ce que tu le trouves bien taillé ? Pas ouf. Ah ? Pour être très franc. Ah ouais ? Ouais. Eh bah écoute, je te vois venir gros comme un camion. Ouf quoi. Eh bah ça veut dire, tiens, pendant que je vérifie moi ma cote, qu'est-ce que je m'étais mis en prono ? Magnifique, voilà, je sais, très bien. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. Eh bien, vous le savez, Alex, il est prêt, je suis prêt aussi. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, vous pouvez aussi le faire. Nous allons devoir annoncer le turfu à Denver en 24 secondes. 3, 2, 1, Dante Jones. 49 victoires pour les Nuggets cette saison. Je les mets deuxième à l'Ouest. Moi, je pense qu'ils sont très sérieux. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'effectif qu'ils ont. Je pense que, comme tu l'as très bien dit, Bastien, Murray et Jokic, moi, ils continuent de progresser pour moi. On verra dans quelle proportion. Je pense que Michael Porter Jr. peut être une troisième star. À voir ce qu'ils vont nous faire comme délire avec des Bol ou des RJ Hampton et tout. Je crois hyper fort dans cette équipe. Après, on verra en play-off jusqu'où ils sont capables d'aller. Mais en régulière... comment ça gagne des matchs ce genre d'équipe sans souci. 49 victoires, deuxième de l'Ouest. Waouh. Deuxième à l'Ouest et Denver Nuggets. Ouais. Très bien. On va pouvoir enchaîner. Je vais donner un pronostic différent. Hein, et on pourra justement en débattre dans le gros tableau qui va arriver très très vite. Attention, à mon tour. 3, 2, 1. Top chrono. Denver, je crois que j'ai mis 45 victoires. Ils doivent être top 4 à l'Ouest. Je crois que je les ai mis 4e. Plein de choses hyper excitantes à regarder, évidemment. Une équipe ultra NBA League Pass. Mais, il y a quand même des vrais départs. Jeremy Grant, Torrey Craig, Mason Plumlee. J'aime bien le talent qui se ramène. Mais il y a des pièces fondamentales à devoir remplacer. Si ça se trouve, Mike Malone va grave nous surprendre et nous dire « Wow !» En fait, il n'y a rien qui a changé et tout roule comme sur des roulettes. Ou alors... on va avoir un petit peu moins de défense et certains soirs ça va se ressentir. Ça reste quand même une équipe à 45 victoires, top 4 de l'Ouest. Ok. Voyons voir le gros tableau. Oh là là, je sens qu'il va y avoir des trous. Ok. Et donc il y a un vrai écart pour toi et moi entre les Blazers et les Nuggets. Autant je mets Portland devant Denver, autant il y a 7 victoires. Moi en gros il y a une victoire de différence, toi il y en a 7. Entre quoi et quoi ? Entre Portland et Denver. Ah oui.
Oui, bah en fait, j'ai des petits paquets, quoi, comme tu peux voir, quoi. Oui. Tu vois, j'ai mon petit paquet Mavs, Blazers, Jazz. J'aimais bien faire des petits paquets. Et après, j'ai un autre paquet au-dessus. Sacrée chute pour les Clippers quand même, hein. Sachant que Houston va être top 3. Ouais, c'est vrai que ça va pas faire beaucoup de wins. Hein. Ça va être compliqué. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Où est-ce que vous mettez les Rockets? Où est-ce que vous mettez, je ne sais pas, peut-être les Lakers, les Clippers? Et nous avons peut-être du Boston et du Milwaukee à venir. Pop. Si ça se trouve, il y a des équipes qu'on a oubliées. Mais non. Voilà, en tout cas, pour le gros tableau. Dites-nous, vous, où est-ce que vous voyez Denver sur la saison régulière? On le rappelle, c'est jusqu'au 17 mai 2021. Comme d'habitude, on va vous faire des gros bisous et je vais vous laisser avec l'indice d'Alex. L'indice, c'est Billy Costigan. Billy Costigan, un beau nom de famille que j'aime bien, tiens. Et sur cet indice, eh bien, on vous fait plein de bisous. À très très vite. Ciao. Pour une nouvelle preview, des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao.